Euh, voilà, cette petite voix. Donc, bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver ce matin. Donc, autour du sujet, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts pour les super matériaux? Donc, ce webinaire est organisé par Prospective Industrie en lien ce matin donc, avec le CETIM. Prospective Industrie, alors certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, donc on va prendre le temps très brièvement de vous le présenter. Benoît Clouet ici présent et moi-même, donc Caroline Thibault, travaillons donc, pour Prospective Industrie, qui est un outil de collecte et d'analyse d'informations des signaux faibles pour permettre à des décideurs industriels de gagner ce qu'on appelle, nous, le quart d'heure d'avance. Donc, c'est une prospective qui n'est pas à 10-15 ans, mais c'est plutôt voilà, connaître et permettre aux dirigeants de PME industrielles, notamment mécaniques et métallurgiques, de pouvoir donc anticiper et capter les signaux à moyen terme, notamment, à court et moyen terme. Donc, par rapport à cette dynamique-là, donc cette prospective industrie est née donc en Pays de la Loire il y a une dizaine d'années, donc des décideurs industriels. Et puis depuis, elle est restituée dans 5 régions de France, que sont la région Pays de la Loire, Bretagne, Hauts-de-France, également Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et donc 2 fois par an, d'une part, nous allons dans un premier temps collecter les signaux, donc via des interviews de dirigeants industriels, mais également des experts sur plein de thématiques différentes, puisque c'est une prospective à 360 degrés, donc au niveau géopolitique, innovation, RH, voilà, sur plein de sujets différents. Donc nous allons faire une première phase de collecte. Suite à cela, nous organisons donc 2 fois par an dans chacune des régions que je vous ai citées des rencontres prospectives. Donc là, c'est vraiment par et pour les industriels. C'est-à-dire qu'en fait, on va justement restituer les signaux que nous avons captés et puis également, il y aura les signaux que les industriels eux-mêmes, via ces temps d'échange, de rencontres, vont partager. Et puis ensuite, et pour certains d'entre vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, on a un site internet Prospective Industrie et également une page LinkedIn. Et sur le site internet, notamment, dans l'onglet Revue, vous aurez la possibilité de bénéficier de revues prospectives qui sont ensuite réalisées suite aux rencontres prospectives. Donc, double intérêt, d'une part, bénéficier des signaux et puis également bénéficier des témoignages de dirigeants industriels sur des signaux qu'on a pu évoquer. Donc, par rapport à cela. Alors, justement, dans cette rencontre, on a fait une restitution des rencontres donc, sur les mois de fin mai et début juin dans les 5 régions. Et c'est vrai que le sujet des matériaux est particulièrement ressorti, avec notamment des enjeux par rapport donc à des matériaux qui seront de moins en moins pérennes, notamment par rapport aux ressources. D'où la question qui nous semblait intéressante et que nous a proposé le CETIM, donc en collaboration avec le CETIM, autour des super matériaux. Donc, j'ai le plaisir, et je laisserai la parole, d'accueillir Jean-Marc Bello du CETIM. Donc, Jean-Marc, vous êtes donc chargé de veille technologique au CETIM. Et puis également, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier d'un industriel qui, justement, qui est prêt justement autour des super matériaux et qui va nous apporter son témoignage concret. Donc, Monsieur Thierry Martin, merci beaucoup de l'entreprise SNOP. Et donc, vous êtes Process Innovation Project Leader. Donc, voilà, vous nous donnerez la parole par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Marc. Et puis, vous aurez à la fin, vous le verrez, un petit quart d'heure pour poser vos questions. En attendant, si à travers la présentation de Jean-Marc et le témoignage de Thierry, vous souhaitez faire des remarques, poser des questions, n'hésitez pas à noter vos questions, vos réactions également dans la partie discussion, où ce sera également l'occasion, un quart d'heure avant la fin du webinaire, de justement pouvoir échanger ensemble. Voilà, Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Caroline. Dans un premier temps, donc, je vais vous faire un petit résumé des choses les plus importantes sur les nouveaux matériaux qui ont été repérés dans l'année en cours, en particulier liés à la transition environnementale et puis à la mobilité du futur, et puis une vision de synthèse pour que vous puissiez vous positionner selon votre secteur. Et la seconde partie, donc c'est Monsieur Thierry Martin qui va nous faire part de son retour concret, comment il a été aux aguets avant d'avoir besoin d'utiliser des nouveaux matériaux, comment ça s'est passé avec son réseau, comment il a pris la décision.
Et le problème numéro 1, c'est qu'on ne produit pas assez de nouveaux matériaux pour répondre aux besoins. Alors pourquoi? Dans un premier temps, c'est que les matériaux sont cachés derrière l'écran. Si on parle d'hydrogène, si on parle de véhicules électriques, ça intéresse tout le monde. Si on parle de matériaux, non, les matériaux, on ne les voit pas parce que derrière les grands sujets, il y a les pièces qu'il faut fabriquer pour faire ces nouveaux équipements. Et les matériaux, ils sont encore cachés en dessous. Et donc, on pense que la tendance va suivre peut-être, mais en réalité, il s'avère, d'après le schéma de l'OSTP qu'on voit à droite de la diapo 5, qu'en rouge, c'est la flèche de la vitesse à laquelle on produit de nouveaux matériaux, et en bleu, c'est celle qu'il faudrait pour répondre suffisamment au marché actuel. Donc, on est de plus en plus en retard. Et puis à côté de ça, c'est ce que Caroline a détecté dans les précédentes réunions, c'est que on n'a pas assez de toute façon de ressources de base. On n'a pas encore les 3 planètes nécessaires pour alimenter ce que voudraient les terriens en matériaux pour produire les produits aujourd'hui. Parfois, quand vous avez des petits liens en bleu soulignés dans le texte, ce sont des envois vers les dossiers de veille qui ont déjà été réalisés. Alors, quand on parle des super matériaux, c'est pas pour vous faire sauver, ce ne sont pas les super matériaux de science-fiction, c'est-à-dire on n'a pas encore le spray qui rend invisible ou la kryptonite de Superman, pas tout de suite. Mais ce qu'on vise, c'est des matériaux aux propriétés remarquables pour améliorer les produits industriels. Et nous allons en examiner quelques-uns dans le domaine des bâtiments, des énergies, des équipements électriques, de la mobilité, de la plasturgie, du travail des métaux et du recyclage. Notez bien que l'hydrogène, la pile à combustible ont déjà fait l'objet d'une session prospective industrie. Et là, vous avez le lien en bleu souligné ici en vidéo. Vous cliquez et puis vous allez pouvoir regarder la vidéo. Le premier point important, c'est l'aspect transition environnementale. En réalité, on veut faire beaucoup d'éoliennes, d'hydroliennes, de panneaux solaires un petit peu partout, même des quantités parfois industrielles. Et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus intensifs en matériaux et ils vont demander beaucoup plus de béton, de pétrole, de bois, de ciment, de métaux. Et ça va commencer à poser un petit problème. Vous avez en bas le lien vers le dossier de veille qui détaille ce sujet. Mais à la diapo 8, là, vous avez déjà une idée de ce qui est en train de se passer. Sur l'image en haut à droite, on voit la quantité de tonnes d'acier qui est nécessaire par mégawatt de capacité installée. De l'hydraulique, ça ne consomme pas beaucoup de matière. Centrale à gaz, centrale nucléaire. Et voyez, peu à peu, plus on va vers les énergies dites renouvelables, en réalité, plus ça nécessite aujourd'hui de matière. Et on craint de ne pas en avoir assez rapidement. Manquer d'acier, manquer d'aluminium, manquer de cuivre, on en parle beaucoup de cuivre, mais même de verre et de béton. Vous avez aussi un petit lien, une vidéo de Emmanuel H qui explique ce risque de pénurie. Une des solutions, c'est d'explorer les zones vides du graphe d'Ashby. Le graphe d'Ashby donne les matériaux actuellement connus en fonction sur l'axe X de leur densité et sur l'axe Y de leur module Young, de leur résistance. Et on voit qu'en réalité, c'est une sorte de droite un petit peu épaisse qui s'en va d'en bas à gauche vers le en haut à droite. Mais il y a des grands espaces vides qui sont les matériaux de haute résistance et de faible densité et les matériaux de faible résistance et de haute densité. Et donc, une des idées, c'est de continuer les recherches pour trouver des nouveaux matériaux qui seraient disponibles et qui aideraient à combler les besoins actuels et futurs. Et puis, évidemment, l'autre solution qu'on va explorer aussi, c'est de faire durer plus longtemps les matériaux et d'utiliser intelligemment les produits qui comportent des matériaux. Le premier secteur sur lequel là, je vous propose 2 exemples, c'est le bâtiment. Au niveau bâtiment, ce qui est très très important, c'est l'isolation thermique aujourd'hui et on va même vers la super isolation thermique. En particulier, ce qu'il faut pour isoler, c'est améliorer la tortuosité des matériaux.
Différentes voies sont utilisées comme les revêtements et matériaux massifs sol-gel et puis également les bioaérogels biosourcés. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de vide à l'intérieur par la conception du matériau et ça va, donner des améliorations considérables des fonctionnalités. Une des autres solutions, c'est moduler l'énergie solaire entrant dans un bâtiment en fonction des saisons. C'est-à-dire que l'hiver, vous allez faire rentrer le plus de chaleur possible et puis l'été, au contraire, vous allez essayer d'avoir une fonction barrière. Une des solutions, il s'agit de peintures thermoactives et nanotexturées. Donc vous voyez, ces solutions, elles pourraient avoir l'air relativement simples, des matériaux relativement faciles à mettre en œuvre, hein, des matériaux avec une tortuosité supérieure ou des peintures, quelque chose que vous pourriez être apte à mettre en œuvre, mais peut-être vous n'en avez pas l'idée aujourd'hui. Vous avez également tout ce qui est le stockage d'énergie au niveau, par exemple, des batteries. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des nouveaux matériaux qui vont augmenter la température pour permettre un meilleur fonctionnement. Donc il y a un certain nombre de matériaux qui sont développés actuellement, des membranes composites, des aérogels, des oxydes, des produits dopants particuliers. Et puis, ce qu'on voit en bas avec le graphique très, très simple, c'est augmenter la surface d'échange par architecturation des interfaces. C'est-à-dire que votre surface, il faut qu'elle soit la plus, torturée possible pour, augmenter la surface d'échange et la capacité de stockage. Le maximum étant atteint par les nanophiles, puisque si vous avez des nanophiles en surface, vous allez avoir, comment dire? Une surface aussi torturée que si vous essayez de, comment dire? Faire le tour de la Grèce au plus près, par exemple, avec, la côte très, très découpée. Une source énorme de nouveaux matériaux possibles, et ben, ce sont les polymères recyclés. Actuellement, il y a une énorme opportunité avec les polymères D3E. Ça marche très, très bien, le recyclage D3E. Et là, on a actuellement 35 millions de compteurs électriques qui sont en train d'être changés. Avec un problème, c'est que les polymères recyclés ont une baisse de propriété. Ils sont peu miscibles, ils ont des impuretés, les propriétés résultantes sont plus faibles. Et donc, les solutions qui sont retenues, c'est d'essayer de les améliorer. Par exemple, par mélange, en ajout de SEBS ou alors par morphologisation, c'est-à-dire qu'on va les structurer sous forme de nodules. C'est la figure que vous voyez tout en bas de la diapo 12, hein. Tout en bas à gauche, vous avez une morphologisation sous forme de nodules, sous forme de couches, de lamelles ou sous forme de fibrilles. Bon, l'aspect lamellaire, il est déjà bien connu, c'est meilleur en choc. Ça permet d'avoir une amélioration, donc des matériaux proches de ceux que vous utiliseriez déjà, mais pas tout à fait, et qui nécessitent peut-être un petit peu de procédés en amont et puis un petit peu de connaissances techniques supplémentaires. On va plus loin dans la régénération, c'est-à-dire qu'on régénère aussi les fibres des matériaux composites. Là, vous avez des essais par le consortium Carmat, Mines Saint-Étienne, Mines Albi, Mines Alès. Par un procédé de vapothermolyse, ils récupèrent les fibres de composites fibres de carbone et ils ont réussi à obtenir des propriétés équivalentes sur, même des essais, hein, sur des pièces d'Airbus A320, 330, A350 et A380 en injection, en tissé plus thermocompression. Ben, on peut réutiliser même avec confiance, même sur des appareils volants. Et un autre progrès, c'est la régénération de caoutchouc qui a été mis au point par, iShear Mixing. C'est-à-dire qu'on va, par cet aspect de cisaillage, on va dévulcaniser les chaînes des caoutchoucs sans les casser, en ne cassant que les ponts de réticulation. Et puis à partir de là, ben, on va réutiliser les matériaux. Le mieux, c'est une poudre inférieure à 250 microns. On a énormément de possibilités encore avec les polymères au niveau, ben, des échangeurs thermiques. On a bien sûr cette isolation, des maisons, mais pour les véhicules électriques et hybrides, ça présente une grande importance puisqu'il va falloir, davantage refroidir les batteries. Également, comme il n'y a pas de moteur thermique, si vous voulez chauffer un peu votre habitacle, l'hiver, eh beh, il faut davantage de refroidisseurs et
on a travaillé beaucoup sur l'utilisation des polymères, en particulier par fabrication additive. Donc le problème, c'est qu'actuellement, le polymère, c'est moins bon que le métal pour l'échange thermique. Par contre, si on travaille sur le design, sur le procédé de fabrication, puisqu'avec la fabrication additive, par exemple SLS, type frittage laser, on va être capable de faire, des formes hyper complexes, exactement adaptées, à l'optimum d'échange thermique. Et peu à peu, au fil du temps, on s'est déjà amélioré et on va réussir, même avec le prototype SLS là, à faire mieux que la référence métallique, aussi bien, en performance thermique qu'en poids. Les matériaux haute performance, parce que bien sûr, on a des matériaux, ils vont avoir peut-être les matériaux recyclés des performances un peu moins bonnes. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aient des performances, meilleures, tout en ayant un faible impact environnemental. Et donc là, les chercheurs travaillent sur des biocomposites recyclables, donc faits à partir de matériaux végétaux, du PLA, BPSA, PBAT, des mélanges. On travaille à partir de lin, à partir d'argile modifiée, à partir de liège, et on arrive à faire des choses très très bien. Là, vous avez 3 exemples de recherches qui ont été faites. Sur la gauche de la diapo 15, une application marine avec le projet Cibiocomp, où on améliore les propriétés du biopolymère par des nanofibres biosourcées. Au milieu, vous avez l'aspect aéronautique avec le projet Biocompal. Et à droite, vous voyez comment on peut utiliser pour l'automobile. C'est déjà le cas actuellement, hein. Le problème, c'est qu'il y a une variabilité des polymères selon la récolte. Selon que vous allez faire la récolte à un moment donné, à un endroit donné, il y a une variabilité assez importante des propriétés. Le métal également, quelque chose qu'on sait recycler quasiment à 100 donc qui est très intéressant. On peut faire encore mieux en mettant moins de matière. Par exemple, par fabrication additive et par, fabrication additive arc-fil WAAM, on sait aujourd'hui faire des pièces de grande dimension avec, un fort taux de déposition, en allant vite, pas de manipulation de poudre, puisque c'est des procédés type soudage. Et on arrive à faire des pièces importantes comme vous voyez là, en haut à droite de la diapo 16, vous avez des nervures pour BAE, des nervures pour bombardier. Donc on peut faire également de l'aéro, des cuves pour l'énergie, par exemple, ce qui a été réalisé pour Framatome. Vous avez également, les aciers ou autres matériaux à haute propriété. Par exemple, les matériaux, à moyen manganèse ou les matériaux à haute résistance, haute formabilité. Et puis, si on est amené à réduire la teneur en cobalt pour des exigences réglementaires, on arrive également à diminuer cette teneur en cobalt, comme il y a l'exemple en bas de la diapo. Les céramiques, c'est aussi un matériau qu'on ose peu aborder, qui est peu connu, peu utilisé, qui a d'énormes propriétés. Il offre des possibilités, justement un petit peu en composite, c'est-à-dire si on ne met pas la céramique à 100 mais d'autres composés un petit peu élastiques, on va avoir, une meilleure, élasticité un petit peu. Donc on travaille sur les aubes de turbine céramique par fabrication additive, quelque chose qui se passe assez bien en laser beam melting. Et puis il y a toute la possibilité des bases carbone. C'est-à-dire utiliser les matériaux, type fullerène, nanotubes, nanofils, des bioaérogels qui permettent d'avoir des tas de possibilités. Même on peut faire ça de façon biosourcée à partir de cellulose et cetera. Les applications sont, l'isolation thermique et acoustique, les batteries et tout ce qui est la délivrance ciblée de produits actifs. Donc avec la libération contrôlée, vous pouvez toucher, les médicaments, le pharma, mais également l'agriculture, si vous voulez délivrer que des choses, là où il faut, au moment où il faut. Et puis, l'anticorrosion. Vous allez pouvoir mettre des produits, inhibiteurs. On arrive au second grand domaine, c'est les matériaux pour la mobilité du futur. On voit bien qu'actuellement, l'automobile semble à la fin d'un cycle et devoir se réinventer.
On voit énormément de possibilités avec les nouveaux marchés électriques hybrides et tous ces matériaux, tous ces équipements nécessitent de nouveaux matériaux, mais ça change totalement les propriétés qu'on nous demande. Jusque-là, on était habitué pour l'automobile à avoir des matériaux qui doivent tenir à haute température, qui doivent tenir aux acides. Et maintenant, on va rechercher des matériaux retardateurs de flammes, qui ont un indice de cheminement relatif élevé, qui sont électroamicaux, c'est-à-dire électroconducteurs ou électroisolants, qui sont de haute pureté. Et donc la difficulté, c'est que ça vous nécessite de nombreux essais pour valider ces nouveaux matériaux. Vous avez un exemple de Solvay, comment ils ont été amenés à tester une vingtaine de nouveaux matériaux pour voir si ça allait aller dans les nouveaux équipements. Valeo Thermique a beaucoup travaillé sur cet aspect radiateur pour les nouveaux véhicules électriques. Vous voyez au milieu de la diapo 19, bon, le circuit d'une automobile classique, c'est déjà assez compliqué. On voit au milieu de la diapo, on voit la boucle froide bleue et la boucle chaude rouge. Et puis les équipements radiateurs qui vont passer au milieu des équipements à refroidir. Mais la partie à droite de la diapo 19, vous voyez sur un véhicule électrique comme c'est beaucoup plus compliqué. Il y a davantage de composants à refroidir. Vous avez une troisième boucle verte et vous avez davantage d'équipements type radiateur. Par exemple, en bas, à gauche de la diapo 19, vous avez un exemple de réservoir de radiateur et à droite, carrément une pièce complexe de refroidisseur de batterie. Et à chaque fois, il faut développer les matériaux qui vont avec. Vous avez aussi des possibilités d'innovation importantes. Et là, c'est une innovation faite par l'Université de Bordeaux, d'un nouveau matériau qui va vous permettre de personnaliser sur votre véhicule un matériau piézoélectrique. Et la personne de gauche, de droite, devant, derrière, elle va pouvoir personnaliser la chaleur demandée de façon différente d'aujourd'hui, puisque ce n'est pas un moteur thermique, hein. On sait déjà le faire, mais c'est des techniques différentes. Piézoélectrique, on va permettre de personnaliser pour garder une bonne autonomie dans le véhicule. Et là, on commence à ouvrir un petit peu ce qu'il y a derrière le rideau, c'est-à-dire que euh, Arkema qui voudrait travailler là-dessus, Valeo qui voudrait travailler là-dessus, ils n'y arrivent pas tout seuls. Il faut qu'ils s'appuient aussi sur l'Université de Bordeaux et sur le fournisseur de procédés pour mise en œuvre et leur printech. C'est-à-dire que vous avez un réseau de personnes qui doivent se connaître les unes les autres, travailler ensemble pour développer cela. Encore plus innovant, c'est le refroidissement par immersion de Dupont de Nemours. Alors là, ils veulent carrément, au lieu de mettre tous ces circuits complexes, ils vont immerger toutes les cellules de la batterie dans un liquide refroidissant. Alors là, ça change à la fois le liquide refroidissant et tous les matériaux qui vont être en contact. Il faut que ça convienne. Les matériaux métalliques également ont beaucoup leur mot à dire pour l'allègement, puisque à chaque fois, moi, depuis que j'ai commencé à travailler il y a peut-être 40 ans, on nous a toujours dit oh l'acier c'est fini, il va y avoir l'aluminium, puis l'acier c'est fini, il va y avoir le composite, et puis à chaque fois, l'acier rebondit encore plus fort et est encore meilleur, et puis il est toujours leader. Et on voit là un exemple de nouveaux matériaux mis en point par Renault et ArcelorMittal pour toujours avoir plus de résistance et plus d'allègement. Vous avez les composites qui sont également une autre solution très intéressante et plein de sociétés importantes développent des composites qui vont permettre de travailler sur davantage de pièces. Certains présentent beaucoup d'avantages, comme par exemple, là, ce sont les thermoplastiques composites à fibre continue, mais qui sont en bande. Donc évidemment, ils ont une directionnalité, mais on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec de façon très facile. Vous avez également ces possibilités, avec des fibres continues, de faire des techniques type surmoulage, qui permettent de faire des renforcements locaux, des allègements, des formes complexes, de remplacer le métal dans certains endroits et puis de faire moins de pièces, des pièces qui est un équipement qui est plus monomatériaux.
Et puis, bon, on a parlé déjà tout à l'heure de la tortuosité, des aérogels, etc. On n'ose pas encore assez aujourd'hui faire des matériaux un peu creux. Et là, vous avez par exemple le polypropylène moussé soufflé de Borealis qui permet avec de la mousse de plastique. Donc la mousse de plastique, évidemment, c'est déjà léger, mais ça va être encore plus léger. C'est-à-dire que ça va être un petit peu creux aux endroits où il n'y a pas trop besoin de propriétés mécaniques. Et c'est également un domaine très, très important de progrès. Vous avez l'exemple en bas à gauche de la diapo 25 avec 30% de réduction de densité. L'agrandissement, on voit qu'il y a plein de pores, mais sur la pièce qui est tout à fait à gauche, ben, on ne se rend pas compte. C'est quelque chose de beau qu'on aime bien avoir dans sa voiture. Et donc, c'est quelque chose qui existe déjà, puisque vous voyez en bas à droite de la diapo 25, la société A2Mac 1, c'est une société qui démonte les véhicules pour voir comment ils sont faits au niveau d'un détail d'environ 10 000 composants. Et bien là, ils ont ressorti un bouclier de portière qui est réalisé ainsi. On peut être encore plus innovant, encore plus exigeant, avoir des idées de faire encore mieux à plus grande échéance, hein. Et là, vous avez l'exemple du CESEN, c'est le véhicule électrique assisté par l'énergie solaire du CEA INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Ils ont eu l'idée de se dire, bon, les panneaux solaires, c'est bien, mais c'est quelque chose type vert, c'est lourd. On va essayer de minimiser cet aspect poids et de les intégrer dans des panneaux composites, donc de mettre le maximum d'allègement possible. Et ils ont réussi avec le CTIPC à développer le procédé de RTM et le procédé de thermocompression qui permet ce qu'on voit en bas à droite de la diapo 26, c'est-à-dire vous voyez des panneaux courbes composites avec les panneaux solaires intégrés. Et ils sont allés au maxi sur la voiture qu'on voit en haut à droite. Là, c'est des panneaux solaires vraiment sur toutes les surfaces possibles. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de possibilités également par la métallurgie numérique, c'est-à-dire de concevoir le matériau optimisé pour le produit que vous allez vouloir faire. On part de la fonctionnalité et puis avec une analyse vraiment détaillée où on voit en haut à droite de la diapo 27, vous voyez une analyse éléments finis classique. On voit que c'est assez grossier et la partie qui est plutôt la moitié de droite, c'est l'analyse micro-éléments finis qu'on sait faire aujourd'hui, où on peut avoir beaucoup plus de finesse et beaucoup mieux adapter les structures, les phases, la composition chimique, etc. C'est encore assez peu connu. Dans le monde, on appelle ça plutôt ICME, Integrated Computational Materials Engineering, mais les Français sont parmi les meilleurs dans le monde. On n'en voit pas beaucoup parce qu'on n'écrit pas beaucoup, hein. Déjà, il faut écrire en anglais, puis on n'a pas le temps. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous avez plein d'équipes qui sont très, très bonnes en France, comme Mines ParisTech, Lonera, Safran. Et ils ont des tas de user cases qu'ils ont déjà mis en pratique. Et l'autre domaine également émergent et important qui donne plein de possibilités, on a parlé un peu du carbone tout à l'heure. Déjà, les céramiques, on n'a pas trop abordé, le carbone encore moins. Et pourtant, le graphène et les autres matériaux 2D ont d'énormes possibilités. Vous voyez la forme hexagonale en haut à droite de la diapo 28. C'est simplement ceux-là, ce sont les carbones qui sont liés d'une façon particulière, qui fait qu'elles ont des propriétés assez extraordinaires. Et donc, ça vaut pour un monofeuillet, mais ensuite, on peut le mettre en multifeuillet, c'est-à-dire vous allez avoir toutes ces couches qui vont être accumulées, parfois par centaines, et qui vont donner des choses très intéressantes. On n'est pas obligé de mettre du carbone seulement, on sait faire la même chose avec du nitrure de bore, avec du disulfure de molybdène, etc. Plein d'autres matériaux qu'on appelle les XN, le X étant le silicium, le germanium, l'étain, etc. Et les usages sont très nombreux au niveau des revêtements, au niveau des fluides caloporteurs, au niveau des renforts de composite. Vous avez eu des dossiers de veille faits sur ce sujet-là les dernières années, dont le plus récent et le lien est en bas. Et puis, la mise en œuvre pratique est assez facile. Ça peut être fait par exemple par roll-to-roll, comme vous avez l'exemple avec les produits Carbon Waters.
Voilà, tout cela, ça nous amène à une vision de synthèse. Vous vous dites peut-être: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces matériaux?» On nous dit: «C'est pas tellement nouveau, mais quand même, pas évident, avec qui je vais devoir travailler, comment je vais faire?» Cette vision de synthèse-là qu'on essaie de vous bâtir pour voir, où vous pourriez vous positionner. Globalement, tout secteur confondu, l'opportunité, c'est de faire durer plus longtemps les matériaux. La menace, bah, c'est le manque de matériaux de base et ben, les compétences, il faut que vous ayez des compétences dans les nouveaux types de matériaux. Au niveau des bâtiments, c'est la super isolation, la neutralité en énergie, l'opportunité. La menace, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont plus en avance, l'Allemagne, l'Autriche, les pays nordiques. Et donc bah, il faut que la France s'y mette, qu'elle accepte de prendre les commandes et puis de peu à peu de développer son offre. Donc des compétences un petit peu en architecture de matériaux, cet aspect écologique. Vous avez au niveau énergie, donc là c'est le grand challenge des prochaines années. Il va y avoir d'énormes besoins, d'énormes demandes. Il faut absolument des infrastructures moins intensives en matériaux, sinon on ne s'en sort pas. Et donc, à la fois, vous avez cette opportunité d'aller vers ce secteur et puis vous préparer, si l'énergie venait à manquer, être un petit peu autonome. On va commencer à parler aussi d'énergie délocalisée dans vos zones d'activité, dans vos régions. Il faut essayer d'arriver à avoir des équipements plus économes en énergie et puis des systèmes de backup, quoi. Et les compétences, c'est la simulation, le design, les matériaux plus adéquats. Pour vous, le benchmark, c'est le secteur des équipements électriques, parce qu'il y a très longtemps qu'ils sont là-dessus, ils sont au point dans les matériaux recyclés, dans les surfaces conductrices. Pour eux, ce n'est pas une menace, mais surtout beaucoup d'opportunités. C'est un secteur qui semble en avance et qui va tirer les autres. Au niveau de la mobilité, les opportunités, c'est construire plus léger avec des matériaux plus résistants. La menace, c'est d'inclure les matériaux recyclés, de respecter les réglementations de plus en plus contraignantes. Les compétences importantes, c'est d'accéder à une grande diversité de spécialités. Pas forcément embaucher des personnes, mais votre réseau, avoir votre réseau de collaboration. Le secteur de la plasturgie, l'opportunité, c'est les matériaux recyclés, mélangés, conducteurs. Ils sont déjà c'est le second secteur bien en avance aussi, avec la difficulté d'adapter les process et le recyclage. C'est le cœur des progrès en développement durable, évidemment, puisque c'est ce qu'on a le plus de mal à recycler. J'essaie de bouger la fenêtre des personnes. Le travail des métaux, donc c'est ce qui intéresse le maximum d'entreprises, puisqu'on a peut-être 10 000 ou 20 000 entreprises en France de travail des métaux. Et bien, c'est une opportunité pour vous parce que vous êtes habitué à l'ingéniosité et à l'agilité. Et donc cela, ça peut être mis à profit avec toutes ces opportunités. La menace, c'est de ne pas se poser la question. Vous dites: «Je continue comme avant» et c'est le risque parce que justement, ça va beaucoup bouger et la menace de ne pas être en réseau. Il faut absolument, au niveau compétences, vous ouvrir vers les autres secteurs, vous ouvrir, en amont vers la recherche, en aval vers vos utilisateurs. Et le recyclage, c'est également un secteur qui est bien en avance, qui a souffert parce qu'il a fait beaucoup d'efforts ces dernières années sans trop en bénéficier. La menace, bah, c'est que les industriels prennent un peu de retard à agir, à utiliser les industries du recyclage et les compétences, c'est le cycle de vie des matériaux. Alors, juste en 2 mots, en introduction, pour laisser la parole à monsieur Martin, je vous présente, 2 développements qu'il a présentés récemment lors du congrès SIA. C'est, des travaux avec les aciers avancés à haute résistance qui permettent l'allègement de la caisse en blanc et en plus leur formage est à froid, donc il est plus respectueux de l'environnement. Mais la difficulté, c'est de gérer le retour élastique. Donc, il y a eu toute une mise au point de compensation des outils, d'optimiser la compensation des pièces, d'utiliser le procédé SmartForm, donc en collaboration avec ThyssenKrupp et puis avec Renault. Et puis le second grand domaine, donc c'est assez incroyable, donc une société qui a fait ces 2 développements, qui a réussi, c'est d'utiliser l'alliage d'aluminium Ultralex. C'est également une innovation coopérative impliquant
Renault, PSA, Constellium et SNOP. Et donc là, ça a été également assez complexe avec le développement d'un procédé de formage à chaud, combinant le formage progressif et l'apport de température. Voilà, ça me permet de laisser la parole à Monsieur Thierry Martin, à qui on va être très curieux de savoir comment il a fait, c'est-à-dire comment il l'a fait avant pour la prise de conscience et de décision, comment il a fait pendant avec ses collaborations, ses réglages. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez nous faire part de votre retour d'expérience? Volontiers. Bonjour. Je m'appelle Thierry Martin. Je travaille chez Snop en tant que chef de projet innovation depuis 3 ans. Et avant, j'étais ingénieur matériaux chez PSA. Juste quelques mots sur Snop. En termes d'activité, c'est vrai que nous sommes concentrés sur le produit automobile. En quelques chiffres, Snop, c'est 9000 personnes, c'est 43 usines de production partout en Europe, mais également en Chine. Et nous avons donc comme clients tous les constructeurs automobiles européens, quelques asiatiques également, donc chinois et japonais. Donc, par rapport à votre question, ce qui nous a un petit peu poussé à faire ces développements-là, tout d'abord, c'est que dans notre activité, nous transformons aujourd'hui un peu plus de 700 000 tonnes d'acier, ce qui représente parfois plus que certains constructeurs automobiles eux-mêmes. Donc, parmi ces 700 000 tonnes d'acier, il y a aussi une partie d'aluminium. Il faut absolument qu'on soit capable d'avoir des moyens assez diversifiés pour arriver à transformer tous ces matériaux. Et lorsque nos clients ont besoin, comme vous le disiez juste avant, d'allègement ou de transformation de leur industrie avec l'électrification, mais aussi le véhicule autonome qui ne devrait pas tarder à aussi se développer très fortement, nous, on est un peu obligés aussi de suivre un petit peu cette cadence infernale, et en particulier ces derniers mois, ces dernières années. Et en ce qui concerne les matériaux métalliques, on sait que, par exemple, jusqu'à présent, c'était la règle du ou qui était appliquée. On avait soit de la formabilité, donc des aciers plutôt doux, assez faciles à transformer, soit à l'inverse de la résistance. Et ces aciers très résistants qui existaient jusqu'à présent ne permettaient pas d'avoir des formes très complexes. Or, aujourd'hui, nous sommes maintenant plutôt dans une règle du et. Donc, on veut à la fois la formabilité et la résistance du matériau. Donc, nos sidérurgistes, tels qu'ArcelorMittal en particulier, ont beaucoup engagé de recherche et développement sur ce sujet pour arriver à combiner cette formabilité et cette résistance, ce qui les a amenés à développer ce qu'on appelle les aciers de troisième génération avec du manganèse. Ces aciers de troisième génération sont plus complexes à élaborer de leur part, mais également à utiliser de la nôtre, puisqu'il y a des spécificités par rapport à la mise en forme, des problématiques de fragilisation de bords découpés et également des problématiques d'assemblage de par leur structure et leur composition chimique. Et par rapport à l'aluminium, puisque vous en parliez également, là, les fabricants d'aluminium sont un petit peu moins avancés, je dirais, que ceux de l'acier par rapport à cette règle du et, puisque aujourd'hui, nous sommes encore obligés de développer des procédés pour améliorer la formabilité avec des aluminiums à haute caractéristiques, comme l'Ultralex donc de série 7000, qui là ne peut, pour notre part en tout cas aujourd'hui, n'être transformé qu'avec l'aide de la température. Alors après, au niveau des facteurs de décision, je dirais pourquoi aller vers un matériau plutôt qu'un autre, pourquoi s'y engager ou pas, c'est que tout d'abord, oui, il y a le besoin du client. Le client aujourd'hui recherche donc de l'allègement de ces véhicules, même si nous passons donc à une généralisation de véhicules électriques. Il faut quand même avoir en tête que ces véhicules ont une certaine autonomie. Et la deuxième chose, c'est que le véhicule, de par le poids des batteries, doit aussi avoir un comportement routier qui satisfasse aussi les clients. Donc, il y a encore une problématique qui là n'est plus trop de rejet du CO2, mais plutôt
de comportement routier, d'autonomie, de performance générale du véhicule. Et en termes d'électrification, pour notre domaine d'activité qui est la carrosserie automobile, ça nous apporte plus, je dirais, d'opportunités puisque le composant bac batterie en lui-même vient rajouter des pièces à une structure déjà existante. En revanche, ce bac batterie est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus dimensionnant que les autres pièces de la carrosserie, ce qui comment dire, peut nécessiter beaucoup d'investissements. Donc, d'abord, des investissements en termes d'assemblage. Il faut arriver à avoir, sur des grands composants comme ça, il y a une multitude d'assemblages qui doivent être employés, que ce soit des assemblages classiques par fusion, point de soudure, soudage arc et autres, mais aussi des assemblages de type mécanique pour parfois combiner le multimatériau, donc des bacs hybrides avec de l'acier et de l'aluminium, par exemple. Il faut être capable de réaliser du rivetage, du soudage par friction, voire du vissage autopoinçonnant, des différentes technologies d'assemblage mécanique. Ensuite, ces investissements-là peuvent être aussi importants par rapport à la protection pour la corrosion, puisque ces composants sont souvent passés dans les lignes de cataphorèse. Donc, vu la dimension de ces bacs, il faut des lignes de cataphorèse adaptées pour pouvoir faire cette protection anti-corrosion. Et puis, enfin, un autre exemple d'investissement lourd, ça peut être lié à l'étanchéité. Ces bacs batteries doivent être complètement étanches, donc il faut déposer des joints d'étanchéité qui peuvent être par exemple des cols bicomposants, ce qui engendre chez nous aussi des problématiques de stockage, de logistique, puisque le temps de réticulation de la colle, on est dans une industrie avec beaucoup de pièces à fabriquer, donc il faut que cette colle puisse être réticulée sur une surface qui permette d'avoir la quantité de pièces nécessaires à ce qu'on nous demande au quotidien. Donc là, il faut des surfaces, des mètres carrés, un nombre de robots important pour déposer ces colles, ce qui est assez risqué, puisque nous sommes donc dans ce cas-là très dépendants au volume. Si les volumes de véhicules diminuent, nous, nos investissements, il faut arriver à les amortir quand même. Donc il y a quand même un risque assez important au niveau de ces produits-là. Mais je dirais le risque le plus important pour nous, c'est plus lié aux véhicules autonomes, puisque en tout cas, de par ces particularités, les véhicules autonomes vont engendrer moins de chocs entre eux, donc une gestion un peu plus sécurisante, tant mieux pour les passagers. En revanche, ça fait moins de pièces de rechange, par exemple, à fabriquer. Donc, encore des volumes en moins. Et puis, également, on peut encore imaginer qu'il y a un peu plus d'autopartage de ces véhicules. Et là, qui dit autopartage dit aussi moins de fabrication de véhicules, donc moins de pièces également à fabriquer derrière. Donc, il faut être très, très prudent sur le ratio entre les investissements qu'on veut réaliser et également l'impact volume qui va juste derrière. Après, ce que je peux juste rajouter, c'est que quand on choisit d'aller de choisir un produit, là, par exemple, vous parliez d'exemple de Thyssen avec le SmartForm. Tout d'abord, il faut qu'on s'assure que cette technologie soit compatible avec nos process existants. Et en particularité ici, en termes de puissance de presse nécessaire pour transformer ces matériaux à haute résistance. Et puis, dans le process, on réalise dans celui-là en particulier de la compression, qui nécessite beaucoup de puissance. Donc, il faut que ça soit bien contrôlé, bien maîtrisé. Ensuite, une problématique qu'on n'imagine pas forcément facilement, c'est tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle. Thyssen a déposé donc des brevets sur ce projet, sur cette technologie. Il faut que nous, derrière, on arrive à avoir l'autorisation via des royalties ou des possibilités d'exploitation de ces innovations, puisque on est dans un marché très concurrentiel. Donc, tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle est vraiment peut être très bloquant. Et nos clients ne souhaitent pas être bloqués avec un fournisseur en particulier pour des raisons évidentes de coût, de mise en concurrence. Donc, il y a vraiment
quelque chose d'assez clivant à ce niveau-là, entre la propriété intellectuelle et le fait de pouvoir diversifier un peu le sourcing de ces achats. Et puis enfin, en termes de nouveaux matériaux, il faut aussi, comme vous le disiez, ne pas négliger toutes les compétences, qu'elles soient internes ou externes. Effectivement, il faut du réseau, il faut des gens capables d'arriver à réaliser des simulations multiprocédés, multimatériaux, pour pouvoir s'approcher au plus vite possible de la solution technique et de son industrialisation. Donc, des compétences en numérique, oui, il en faut, des compétences en physique aussi pour arriver à réaliser les outillages nécessaires pour transformer ces matériaux. Et puis enfin, également, un positionnement commercial, puisque toutes ces compétences, au final, n'ont pour but que pour arriver à vendre au meilleur prix des solutions sur le marché, avec une concurrence aussi internationale qui est très, très sévère. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. Effectivement, alors est-ce que Jean-Marc, vous Je peux pourriez arrêter de partager. arrêter, voilà, super, qu'on puisse tous se voir. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport aux propos de Jean-Marc et au témoignage de Thierry? Est-ce que certaines personnes souhaitent s'exprimer? Pour l'instant, nous avons des auditeurs très calmes. Moi, j'avais une question à vous poser en attendant éventuellement qu'il y ait d'autres réactions. Par rapport à la présentation, Jean-Marc, votre présentation, ces nouveaux matériaux, est-ce qu'ils sont disponibles ou sur le marché, ou alors est-ce que ce sont plutôt au stade notamment de la R&D? Par rapport aux différentes choses que vous avez pu nous présenter en amont du webinaire? Beaucoup sont disponibles sur le marché, mais malgré tout, ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir les utiliser facilement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vu que ce matériau est disponible, il faut tester. On voit cet aspect important de tester, de faire des simulations, des modélisations, des nouvelles conceptions, des équipements pour pouvoir les intégrer, puisqu'ils sont un petit peu différents, ils ont des propriétés différentes. Et donc, c'est vraiment quelque chose de comme si on reconcevait une nouvelle pièce avec un nouveau matériau. D'accord. Est-ce que la majorité des matériaux présentés répondent aussi aux normes des grandes entreprises industrielles? Parce que c'est aussi un enjeu, notamment par rapport à… Voilà, tout ça, c'est à vérifier. Normalement, c'est une amélioration, mais il faut recommencer tous les processus de qualification, d'homologation. D'accord. Ça fait partie des questions à se poser. Parfait. Est-ce que d'autres personnes… Bernard, peut-être, vous souhaitez vous exprimer? Oui, j'avais une question à poser. Donc, j'essaye de faire le lien entre les nouveaux matériaux et notre métier. Donc, notre métier, c'est le traitement des pièces métalliques pour améliorer leur performance. Et à chaque fois qu'on parle de nouveaux matériaux, qu'on remplace une pièce métallique par du plastique, par du composite, par la céramique, ben nous, notre potentiel en termes de chiffre d'affaires baisse. Donc, j'essaye toujours de faire le lien entre les nouveaux matériaux et notre métier qui est le traitement thermique. Donc, c'est pour ça que je suis très intéressé de comprendre ce qui va ou ce qui pourrait se passer sur les matériaux métalliques. Donc, on a parlé des tôles à haute limite élastique, on a parlé d'aluminium, mais est-ce qu'il va y avoir des nouveaux alliages métalliques avec du traitement thermique? Si vous voulez, c'est un peu le sens de ma question. Il y a cet aspect métallurgie numérique qui est important. C'est-à-dire que probablement, on va avoir une plus grande variété des nuances et certainement des traitements thermiques adaptés. On a un grand projet au CETIM actuellement qui démarre sur les déformations, c'est-à-dire comment limiter les déformations sur toute la chaîne de fabrication, de l'élaboration sidérurgique à la mise en forme par forgeage, au traitement thermique, à l'usinage. Et certainement que ça va, pour vous, ce que ça va changer, c'est augmenter encore l'excellence des précisions. Si vous avez certainement maintenant des fours avec des températures qui sont réglées de façon très très détaillée, dans
tous les espaces du volume et probablement que ça va aller encore plus loin dans les réglages. D'accord. Merci pour cette précision. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Peut-être des réactions également, je ne sais pas. Si, Moi, du coup, j'ai d'autres questions. Hein, je me permets, j'en profite. Peut-être pour tous les deux aussi, une question au niveau des compétences. Est-ce qu'il y a des formations aussi que vous suivez ou qu'il est possible de suivre justement aussi pour se former par rapport à ces enjeux autour des nouveaux matériaux que vous avez cités? Quelles sont les dynamiques, notamment peut-être tirées au sein de votre entreprise aussi pour avoir cette sensibilité aussi de rester ouvert sur ces enjeux-là en termes de compétences? Alors, je dirais qu'au niveau des procédés de transformation, les compétences ne sont pas forcément très différentes de celles actuellement utilisées. En revanche, on a besoin de beaucoup plus de données d'entrée de la part de ceux qui élaborent ces matériaux, une sorte de fiche d'emploi, de particularités, de risques de fragilisation, de comportement de ces matériaux. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de contraintes pour que ces matériaux bientôt soient produits avec des émissions de carbone qui soient neutres. Donc, ce qui est en train d'ailleurs de transformer assez profondément aussi le côté métallurgique. Et puis après, évidemment, pour des raisons de vente, il faut qu'ils puissent arriver à nous commercialiser des matériaux qui soient utilisables le plus largement possible. Les matériaux hyper pointus qui nécessitent des efforts constants et des productions aussi assez complexes, peut-être ça peut marcher dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie du luxe ou je ne sais quoi, mais dans l'automobile, il faut qu'on aille très très vite et qu'on aille pas cher. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, en termes de compétences, je dirais, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose, c'est par rapport à la SIA. À la SIA, on a aussi une démarche de labellisation de certaines formations, comme par exemple ce qui se fait à l'école des mines d'Albi. Il y a des cursus scolaires très spécialisés dans l'automobile. Donc, la communauté d'experts de la SIA, matériaux et carrosserie, donne des préconisations, donne un avis sur le contenu des études et sur les compétences clés à acquérir pour demain, et en particulier tout ce qui est lié au numérique, essentiellement. D'accord. Pour aller beaucoup plus vite. Très bien. Jean-Marc, est-ce que de votre côté, vous avez peut-être des noms de formation? C'est très intéressant ce que SNOP nous explique, parce qu'on voit que par filière, c'est clair, c'est connu. Par contre, une entreprise qui n'est pas bien intégrée dans sa filière, elle va avoir plus de difficultés à trouver. Donc, le CETIM propose énormément de formations sur tous les types de matériaux métalliques, polymères, les procédés de fabrication. Mais ce qu'on me dit, là actuellement, je fais une étude prospective sur les traitements de surface pour le mobilité. Ce qu'on me dit, c'est que cet aspect matériaux, il est sous le radar, c'est-à-dire qu'on n'en parle jamais, personne n'en parle, et bien qu'on ait cette disponibilité, soit dans les filières, soit dans les centres techniques, des formations qui existent, si on n'en parle pas, les gens n'ont pas assez conscience. Ils ne savent pas qu'ils vont être confrontés, et donc ils n'ont pas assez conscience qu'il faut voir quels matériaux ils vont utiliser et quelle formation il faut faire à leurs équipes. Il y a cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup de gens qui sont très avertis, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient en bénéficier et qui n'en sont pas encore conscients. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vraiment vous remercier très sincèrement pour la richesse de cette présentation. Merci à vous Thierry et puis également à Jean-Marc d'avoir préparé avec beaucoup d'applications et puis surtout beaucoup d'exemples aussi concrets ce webinaire. Merci à tous les deux.
Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Donc, je vous enverrai, je vous transmettrai le lien donc, de ce webinaire à enregistrer. Et puis également, si tu le souhaites, Jean-Marc, tu pourras également transférer quelques éléments en lien avec